Bonjour, je suis Chris Burns et bienvenue dans The Network où l'on se connecte à un réseau de spécialistes pour aller au cœur d'une question. Ils ont 25 secondes maximum pour répondre, sinon gare, jetons un œil au sujet du jour. Cette campagne la plus coûteuse de l'histoire a été âpre et malgré la réélection du président Obama, le pays reste profondément divisé, les républicains contrôlant toujours la Chambre des représentants. Le fameux mur budgétaire devient effectif en janvier, des coupes dans les dépenses publiques et des hausses d'impôts automatiques si aucun accord n'est trouvé sur le budget, ce qui fait craindre une récession mondiale. Après les attaques verbales contre la Chine, comment calmer ceux qui veulent sévir contre le colossal excédent commercial chinois sans déclencher une guerre commerciale? Est-il temps d'intervenir dans la guerre civile qui ravage la Syrie? Même chose pour le programme nucléaire iranien s'approchant des capacités de production de la bombe. Dans l'est de l'Europe, quel est l'avenir du bouclier antimissile? Quelles relations tisser avec la Russie sous la nouvelle présidence Poutine? Dans quelle mesure ces questions auront-elles un impact sur l'Europe? Quelle devrait être l'approche européenne? Y aura-t-il une période d'état de grâce? À présent connecté dans cette édition au Parlement européen, ici à Bruxelles, Rafał Trzaskowski, un eurodéputé polonais qui fait partie de la délégation pour les relations avec les États-Unis. Également ici au Parlement, Mike Koulbikas, président des Républicains de l'étranger pour la Belgique. Et dans les studios d'Euronews à Bruxelles, Matthew Newman, porte-parole des démocrates de l'étranger. Ma question s'adresse à vous tous, mais d'abord à Rafał. Dans quelle mesure le mur budgétaire dont nous venons de parler est-il dangereux pour les États-Unis et pour le reste du monde? Et qui en portera la responsabilité si nous y sommes confrontés? Rafał. Si l'on regarde ce que vit l'Europe, les déficits incontrôlés, des problèmes graves, et si l'on regarde la situation des États-Unis, j'ai travaillé dans les années 90 en tant que stagiaire à Washington, les deux partis étaient alors parvenus à un consensus sur des problèmes difficiles. Tout ça, c'est du passé. C'est de la faute des deux camps. Mike, ce sera la faute de qui? Car c'est bien ce qui va se passer, non? Il est très probable que l'on se heurte au mur budgétaire et ce pour de nombreuses raisons. Les élections de 2010 ont donné à la Chambre des représentants la capacité de s'opposer aux politiques du président Obama et son programme de transformation est susceptible de rencontrer un obstacle insurmontable. Il aura besoin de la Chambre des représentants pour éviter une probable seconde récession. Matthew, quel est votre point de vue? Personne en Amérique ne veut voir se réaliser les conséquences du mur budgétaire et clairement, l'Amérique ne mérite pas que ses enfants grandissent dans un pays étouffé par la dette et par le déficit. Ok, mais quel impact pourrait-il y avoir sur le reste du monde, Rafał? Tout d'abord, on constate que les grandes économies ont une forte influence dans le monde et la crise européenne également a un impact sur les États-Unis et vice-versa. La crise dans son ensemble a démarré aux États-Unis en 2008. Nous vivons dans un monde qui est interconnecté. C'est justement le problème. C'est pourquoi nous devons nous inquiéter de ce qui se passe aux États-Unis. Mike, passons aux relations entre les États-Unis et l'Union. Excusez-moi, poursuivez. Oui, le président Obama s'apprête à lancer une guerre totale contre la légitimité de l'opposition de la Chambre des représentants à ses politiques. Il y a un risque de crise constitutionnelle très grave. Et après 8 ans d'administration Obama, on sera exactement dans la même situation qu'aujourd'hui et qu'il y a 4 ans. Matthew, je suppose que vous n'êtes pas de cet avis? Soyons clairs, les coupes automatiques dans les dépenses publiques, ce n'est pas le président Obama qui en a eu l'idée, c'est le Congrès. Ce n'est pas vrai. Bob Woodward a souligné dans son livre que le programme de séquestration, les coupes budgétaires automatiques, a été élaboré à la Maison-Blanche. Ok, on pourrait parler de ça pendant encore une demi-heure, mais passons aux relations américano-européennes. Pensez-vous que le second mandat d'Obama puisse changer ces relations? Y aura-t-il finalement une loi sur la protection des données? Tout d'abord, la seconde administration Obama ne sera pas si résistante au changement que cela. Elle va s'attaquer à certains problèmes et les régler. Pendant son premier mandat, Obama a réalisé qu'il devait travailler avec l'Union européenne sur n'importe quel problème mondial. Il a commencé à nous traiter plus sérieusement et c'est de bon augure. Matthew, pourrait-il y avoir une loi sur la protection des données, par exemple?
Il faut avoir une vision globale de ces relations et voir combien nos liens sont étroits. C'est ce qui est vraiment important et je pense que le président Obama adopte une approche multilatérale plutôt que d'agir comme un cow-boy solitaire, comme c'était le cas de précédentes administrations. Mike, comment réagissez-vous? On oublie ici qu'on parle principalement du partage de données qui était nécessaire dans la guerre contre le terrorisme. Et certaines raisons ont fait que les États-Unis avaient besoin de ces données pour sécuriser leur espace aérien. Donc il est fort probable que le président Obama soit prêt à sacrifier la sécurité du peuple américain parce que sa vision des choses est très similaire à celle de l'Union européenne en matière de sécurité. Le problème, c'est que les préoccupations de l'Amérique ne sont pas les mêmes que celles des Européens. Donc une loi sur la protection des données est probablement pour bientôt. Mais est-ce qu'elle sera dans l'intérêt du peuple américain? Je ne pense pas. À présent, parlons des deux dossiers brûlants, la Syrie et l'Iran. Pensez-vous que les États-Unis vont intervenir dans ces pays? Rafale. S'agissant de la Syrie, il est certain que nous devons agir. Mais nous restons divisés, même au sein de l'Union européenne, et on ne peut pas non plus s'appuyer sur le soutien d'autres acteurs comme la Russie ou la Chine. Au sujet de l'Iran, au moins nous sommes sur la même longueur d'onde au sein de l'Union européenne et avec les Américains. Je pense qu'au minimum, on devrait lutter pour maintenir cette position et exercer une certaine pression sur le régime de Téhéran. Matthew, comment voyez-vous les choses? Absolument. Ce qu'il faut, c'est maintenir la pression. On doit mieux organiser l'aide humanitaire à destination de la population syrienne qui, d'ailleurs, souffre énormément. Je vois bien le président Obama assurer ce leadership. Il l'a déjà fait par le passé. Qu'en est-il d'une intervention des frappes aériennes, une zone d'exclusion aérienne ou faut-il armer les rebelles? Mais bien, je pense que Barack Obama a passé son premier mandat à retirer les États-Unis de terrain de guerre. C'est ce que veut le peuple américain. Ce n'est pas quelqu'un de belliciste qui va commencer à bombarder des pays à tout va. On ne peut attendre ça de lui. Mike, qu'en pensez-vous? Je trouve ça vraiment formidable. Les démocrates continuent de voir l'Amérique comme un pays belliciste alors que nous parlons du régime syrien qui a tué 30 000 de ses concitoyens et on ne fait rien. Ok, qu'en est-il du bouclier antimissile? Pensez-vous que le président Obama ira de l'avant dans ce dossier, Rafale? Je voudrais d'abord m'adresser à mes interlocuteurs. La campagne est terminée. Revenons aux affaires et discutons des problèmes. Sur le bouclier antimissile, Obama a appris des choses lors de son premier mandat. Et je pense que les Américains vont commencer à penser sérieusement à ce qu'il faut faire pour rendre l'Europe et les États-Unis plus sûrs. Le bouclier antimissile est mort parce que les sites principaux où il sera mis en place sont en Pologne et en République tchèque. Et le président Obama a coupé l'herbe sous le pied de ces deux pays en remettant à zéro les relations des États-Unis avec la Russie. Mitt Romney a dit que la Chine devait être qualifiée de manipulatrice de monnaie. Le Congrès va mettre la pression à Barack Obama pour qu'il agisse. Que sera-t-il capable de faire, Matthew? La situation a totalement changé. Regardons les faits. La monnaie chinoise a en réalité progressé de 3% depuis 2008. Quant à l'excédent chinois, les comptes courants, il est passé de 10 à 2%. Il n'y a donc aucune raison d'agir. Ok, Mike, pensez-vous que ce soit une erreur? Le vrai problème, c'est ce qui arrive à nos alliés comme le Japon, l'Australie et d'autres pays qui sont confrontés à la domination de la Chine. Le président Obama donne l'impression d'être incroyablement faible dans le Pacifique, ce qui risque d'être perçu comme de la provocation par la puissance militaire chinoise. Dernière question pour vous, Rafale. On reste un peu dans le même sujet. Barack Obama se tourne davantage vers l'Asie. Dans quelle mesure cela tracasse-t-il l'Union européenne? Et l'OTAN pourrait-elle devenir obsolète? Je pense que c'est un stéréotype. Pendant la seconde partie de son mandat, les Américains et l'administration Obama ont appris que pour régler n'importe quel problème mondial au Moyen-Orient et en Iran, ou dans la lutte contre le terrorisme, par exemple, on doit agir ensemble. Nous sommes aussi les plus grands alliés en matière de commerce, et si nous voulons résoudre l'un de ces problèmes, nous devons le faire ensemble. Merci Rafale, merci à nos invités, Rafale Trzaskowski, Mike Koulbikas et Matthew Newman. C'était Chris Burns. À bientôt pour une prochaine édition de The Network.